15 avril 1815. La salle de bal de la demeure des Ashford resplendissait de la lueur chaude d'une centaine de bougies, leurs flammes se reflétant à l'infini dans les miroirs aux bords dorés qui tapissaient les murs, créant une illusion d'espace et de beauté infinie. Des roses blanches et du lilas parfumaient l'air, leur douce senteur se mêlant aux parfums coûteux et au subtil musc de l'expectative. C'était la soirée d'ouverture de la saison mondaine de Londres, et tous ceux qui comptaient s'étaient rassemblés sous les lustres de cristal pour voir et être vus, pour danser et courtiser, pour recommencer l'ancien rituel des alliances qui définissait leur monde. Eleanor Ashford était assise au pianoforte dans un coin, ses doigts se déplaçant sur les touches d'ivoire avec une grâce experte, jouant les motifs familiers qui accompagnaient le bonheur des autres. Elle portait du gris colombe, comme toujours, une couleur qui lui permettait de se fondre dans le décor, de devenir un meuble plutôt qu'un élément des festivités. À 24 ans, elle avait depuis longtemps accepté son rôle dans ces assemblées scintillantes. Elle était l'utile, la parente pauvre qui gagnait sa place en se rendant indispensable. Pendant que ses cousines dansaient, elle jouait. Pendant qu'elles riaient et flirtaient, elle fournissait la bande-son de leur triomphe. Sa tante, Lady Catherine Ashford, l'avait recueillie à la mort de ses parents, une charité qu'on ne la laissait jamais oublier. En échange du gîte et du couvert, Eleanor gérait les comptes de la maison, supervisait les domestiques et surtout ne rivalisait pas avec ses belles cousines pour attirer l'attention des hommes éligibles. Non qu'il y eût le moindre danger de cela. Eleanor avait entendu les chuchotements assez souvent pour les avoir mémorisés. Elle pouvait les réciter comme un catéchisme cruel. Trop quelconque, des traits malheureux, sans fortune, sans visage. Dommage, vraiment, quand on pense à la beauté d'Isabella et de Sophia. Un moineau parmi les cygnes. Les mots n'avaient plus le pouvoir de la blesser, du moins c'est ce qu'elle se disait, tandis que ses doigts trouvaient le prochain accord, la prochaine phrase. Elle avait fait la paix avec l'invisibilité. Il y avait une certaine liberté à être ignorée, une dignité tranquille à être utile. Elle n'avait pas besoin d'espérer un mariage d'amour ou de rêver d'un mari. De tels rêves étaient pour les jeunes filles avec des dots et de la beauté. Des jeunes filles comme Isabella dans sa soie bleu pâle assortie à ses yeux, ou Sophia en rose qui complétait ses boucles dorées. Elles tourbillonnaient dans les bras de divers gentilshommes, leur rire clair comme des clochettes, et Eleanor continuait à jouer, sa propre petite rébellion contenue dans son choix de musique, des morceaux complexes qui satisfaisaient quelque chose dans son âme, même si personne n'écoutait avec assez d'attention pour en apprécier la virtuosité requise. La soirée s'étendait devant elle, prévisible et sûre, une autre nuit de mélancolie résignée déguisée en contentement. Elle ne savait pas que tout était sur le point de changer. Elle ne savait pas que son acceptation si soigneusement construite était sur le point de voler en éclats. Elle jouait simplement, sa robe gris colombe se fondant dans les ombres, son cœur enfermé là où il ne pouvait être brisé, ses rêves enfouis si profondément qu'elle s'était presque convaincue qu'ils n'existaient plus. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Le changement dans la salle de bal fut d'abord subtil. Une modification dans la qualité de l'attention, une redirection de l'énergie vers l'entrée où deux gentilshommes venaient d'apparaître. Eleanor le sentit avant de le voir, ce frémissement particulier qui marquait l'arrivée de quelqu'un d'important, et elle leva les yeux de son piano juste assez longtemps pour l'apercevoir. Thomas Pembroke, duc de Pembroke, se tenait dans l'encadrement de la porte, et même de l'autre bout de la pièce, elle pouvait sentir l'autorité qu'il dégageait, non pas l'importance pompeuse de tant d'hommes titrés, mais quelque chose de plus calme et de plus substantiel, une prestance naturelle qui ne nécessitait aucune annonce. Il avait 32 ans, grand et large d'épaules.
sa redingote sombre parfaitement taillée à sa carrure, son expression composée mais observatrice tandis que son regard balayait l'assemblée, avec ce qui semblait être un intérêt sincère, plutôt qu'un simple examen social. À ses côtés se tenait Lord Frederick Harcourt, lui parlant à l'oreille avec des gestes animés, mais l'attention du duc s'était déjà déplacée, cataloguant les visages et les scènes avec la précision de quelqu'un à qui peu de choses échappaient. Eleanor baissa rapidement les yeux, ses doigts trouvant la phrase suivante de la sonate numéro 11 de Mozart, les motifs familiers, lui offrant un refuge contre le dangereux battement de conscience dans sa poitrine. Il danserait avec Isabella, sûrement. Ou peut-être Sophia. Elles étaient toutes deux stratégiquement positionnées près de la table des rafraîchissements où elles pouvaient être facilement approchées, la soie bleu pâle d'Isabella captant la lumière des bougies comme de l'eau, le rose de Sophia créant une lueur plus douce. Eleanor se dit que cela n'avait pas d'importance, qu'elle n'avait aucun intérêt à savoir quelle beauté le duc choisirait de favoriser, et pourtant, elle se retrouva hyper consciente de sa position dans la pièce, suivant ses mouvements à travers la foule sans le regarder directement. Ses doigts effleurant les touches du piano avec la pression légère et nerveuse qui était son habitude inconsciente lorsqu'elle était anxieuse. Lord Chamberlain entraîna Isabella dans une valse, et Eleanor regarda le duc les observer, son expression indéchiffrable. Frédéric dit quelque chose qui le fit sourire légèrement, une transformation qui adoucit les lignes austères de son visage et le rendit soudainement terriblement beau. Puis, inexplicablement, incroyablement, son regard traversa la pièce et se posa sur elle. Les doigts d'Eleanor trébuchèrent sur les touches, une note discordante brisant la mélodie avant qu'elle ne se reprenne. Mais le mal était fait. Il avait entendu. Il la regardait directement maintenant, son attention focalisée avec une intensité qui lui coupa le souffle. Elle se força à se concentrer sur la musique, à ignorer la façon dont son cœur avait commencé à s'emballer, se disant qu'elle imaginait son intérêt, qu'il regardait simplement dans sa direction générale. Mais alors il se mit en mouvement, non pas vers les danseurs ou la table des rafraîchissements, mais délibérément, résolument, à travers la salle de bal vers le coin où elle était assise. Frédéric le suivit, l'air amusé. L'esprit d'Eleanor se vida, pris de panique et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Elle continua à jouer parce qu'elle ne savait que faire d'autre, ses doigts exécutant la sonate de pure mémoire, tandis que son esprit conscient tournait en vain. Il s'arrêta près du pianoforte, assez près pour qu'elle puisse sentir le subtil parfum de bois de santal et quelque chose de vif comme l'air d'hiver. Sa voix, lorsqu'il parla, était plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé, chaude et cultivée. « Miss Ashford, je crois. Votre jeu est extraordinaire. J'ai rarement entendu Mozart interpréter avec une telle sensibilité. 16 avril 1815. » La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres de la salle à déjeuner des Ashford, illuminant le service à thé en argent et les fruits soigneusement disposés que personne ne mangerait, baignant tout dans la lueur faussement chaude d'un matin de printemps qui promettait plus qu'il ne tiendrait. Eleanor était assise au bout de la longue table en acajou, sa place habituelle, celle qui marquait son statut aussi clairement que si elle avait été étiquetée, et elle essayait de se concentrer sur son toast tandis que son esprit rejouait, contre sa volonté, chaque instant de la soirée précédente. Chaque mot que le duc de Pembroke lui avait adressé, la façon dont ses yeux avaient tenu les siens avec un intérêt si apparent, la chaleur dans sa voix lorsqu'il avait complimenté son jeu. Elle avait à peine dormi, ses pensées tournant sans cesse entre un espoir dangereux et une autoprotection familière. Et maintenant, à la froide lumière du matin, elle se sentait stupide d'avoir permis ne serait-ce qu'un instant de fantaisie de prendre racine. Il avait été poli, rien de plus, le genre de courtoisie que n'importe quel gentilhomme bien élevé pourrait accorder à la parente pauvre qui assurait le divertissement de la soirée.
En bout de table, tante Catherine présidait dans une robe du matin d'un violet profonde qui la faisait ressembler à une prune élégante et désapprobatrice, ses yeux perçants ne manquant rien tandis qu'elle beurrait son pain avec des mouvements précis et contrôlés. Isabella était assise à sa droite, en mousseline bleu glacier assortie à ses yeux, et Sophia à sa gauche dans une confection de rubans roses, toutes deux rayonnant de la satisfaction particulière des jeunes femmes qui avaient passé une soirée réussie. « C'est de loin le célibataire le plus convoité de la saison », déclara Isabella, sa voix portant la confiance de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'elle voulait. Le duc de Pembroke, je veux dire. Sa fortune est immense, et Pembroke House est réputé être l'un des plus beaux domaines d'Angleterre. Sophia rit, un son argentin comme des clochettes. Et si beau. Avez-vous vu comment il se déplaçait dans la salle de bal? Tout le monde le regardait. Je suis certaine qu'il m'a particulièrement remarqué lorsque je dansais le quadrille. L'expression de tante Catherine prit la qualité calculatrice qu'Éléonore connaissait bien, le regard de quelqu'un qui arrange des pièces sur un échiquier. Il serait un parti magnifique pour l'une de vous deux. Nous devons nous assurer qu'ils reçoivent des invitations à chaque événement auquel nous assisterons. Éléonore, vous écrirez les billets cet après-midi. Bien sûr, tante Catherine, murmura Éléonore, gardant les yeux sur son assiette, sentant le poids familier de sa position se reposer sur ses épaules comme un manteau usé. La fantaisie de la soirée précédente se dissolvait face à cette réalité. Bien sûr que le duc courtiserait Isabella ou Sophia. Bien sûr que son attention envers elle n'avait été que simple politesse. Qu'aurait-ce pu être d'autre? J'ai entendu Lady Sinclair mentionner que le duc sera à l'opéra le 18, dit Isabella, sa voix prenant un ton possessif. Nous devons nous assurer d'avoir une loge où il nous verra. Sophia hocha la tête avec empressement. Et la garden party au domaine des Wentworth la semaine prochaine. Il est certain d'y assister. Hélène sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine, une sensation qu'elle refusa de nommer déception, car cela l'aurait obligée à admettre qu'elle avait espéré. Et l'espoir était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. 18 avril 1815. L'opéra de Covent Garden flamboyait de lumière et d'ambition, chaque loge remplie de l'élite londonienne disposée en gradins comme un jugement étincelant sur la scène en contrebas. Bien qu'Éléonore soupçonnât que la plupart étaient venus non pas pour entendre Il Barbiere di Siviglia de Rossini, mais pour voir et être vus, pour calculer les positions sociales et arranger des relations avantageuses dans les intervalles entre les arias. Elle s'était assise au fond de la loge des Ashford, sa robe gris colombe désormais ornée du collier de perles de tante Catherine, une concession qui l'avait surprise ce matin-là, lorsque sa tante l'avait attachée autour de son cou avec une attention inhabituelle, bien qu'Éléonore comprit qu'il s'agissait moins de la parer que de bien présenter la famille, si certains regards venaient à se poser sur eux. Le velours rouge de l'intérieur de la loge créait une caverne intime de luxe, et Isabella et Sophia occupaient les sièges, avant où elles pouvaient être le plus facilement observées de l'autre côté du théâtre, la posture d'Isabella parfaite dans une soie bleu pâle qui captait chaque scintillement de la lumière du gaz, Sophia arrangeant ses jupes roses avec une désinvolture calculée. Éléonore essaya de se concentrer sur la musique, sur la cascade brillante de la voix de la soprano naviguant l'aria de Rossina, mais son attention dérivait constamment vers les loges d'en face, cherchant sans vouloir chercher, regardant sans admettre qu'elle regardait, jusqu'à ce qu'elle le trouve. Le duc de Pembroke était assis dans une loge juste en face, sa redingote sombre contrastant vivement avec le velours cramoisi derrière lui. Et même de cette distance, elle pouvait voir la qualité concentrée de son attention, la façon dont il semblait réellement écouter la musique plutôt que d'y assister simplement. Frederick Harcourt était assis à côté de lui, se penchant pour lui chuchoter quelque chose, mais Thomas, elle avait commencé à penser à lui comme Thomas, dans l'intimité de ses pensées, bien qu'elle n'oserait jamais prononcer son nom à voix haute, gardait son regard fixé sur la scène. Éléonore se dit qu'elle était soulagée qu'il n'ait pas remarqué l'horloge,
que c'était mieux ainsi, plus sûr, moins susceptible de conduire à la déception qu'elle savait attendre de tout espoir insensé qu'elle pourrait nourrir. Le premier acte se termina et l'entr'acte commença. Ce chaos organisé particulier où tout le monde bougeait, visitait et exécutait la danse sociale complexe qui importait bien plus que tout ce qui se passait sur scène. Isabella se leva immédiatement, se positionnant là où elle pourrait être facilement approchée, et Sophia suivit son exemple, toutes deux rayonnantes d'anticipation. Tante Catherine inspecta le théâtre avec l'œil vif d'un général évaluant un champ de bataille. Eleanor resta assise, contente d'être invisible, mais elle vit alors du mouvement dans la loge d'en face, vit Thomas se lever, le vit jeter un coup d'œil à travers le théâtre directement vers leur loge, le vit parler brièvement à Frederick, avant de se diriger vers le couloir avec une intention indubitable. Son cœur entama un rythme qui n'avait rien à voir avec Rossini. Lady Beatrice Sinclair, présidant la loge adjacente telle une araignée dodue couverte de diamants, se pencha en avant avec un intérêt évident, ses yeux perçants, ne manquant rien. Les mains d'Eleanor se tordirent sur ses genoux, ce geste nerveux qu'elle ne pouvait jamais tout à fait contrôler. Puis il fut là, dans l'embrasure de leur loge, grand et imposant, et ne regardant ni Isabella ni Sophia, mais directement, immédiatement, indubitablement elle. 20 avril 1815. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les nouvelles feuilles des arbres centenaires de Hyde Park, mouchetant les allées soigneusement entretenues de motifs changeants d'ombre et de lumière, qui semblaient danser au rythme des battements incertains du cœur d'Eleanor, tandis que leur calèche roulait le long de Rotten Row à l'heure à la mode, où toute la société londonienne venait voir et être vue pour parader dans ses plus beaux vêtements et ses équipages les plus élégants dans une performance sans fin de statut et d'ambition. Elle était assise à côté de tante Catherine dans la barouche ouverte, portant une robe de promenade en mousseline ivoire qu'elle n'avait jamais vue avant ce matin, lorsque sa tante la lui avait présentée avec une expression calculatrice qui fit comprendre à Eleanor que cette soudaine générosité n'avait rien à voir avec l'affection et tout à voir avec l'investissement, avec la possibilité que l'intérêt inexplicable du duc de Pembroke puisse s'avérer authentique et donc profitable à la famille. Isabella et Sophia étaient assises en face dans des pelisses assorties de couleurs jonquilles, leur beauté aussi parfaitement coordonnée que toujours. Mais aujourd'hui, Eleanor décelait une qualité cassante dans leur sourire, une tension dans la façon dont elles se tenaient, comme si elles étaient des figurines de porcelaine craignant de se fêler. Le parc était magnifique dans sa splendeur printanière, les fleurs de cerisier formant des nuages roses pâles le long des allées, et la serpentine brillait comme de l'argent poli au loin, et partout où Eleanor regardait, elle voyait la crème de la société flâner, monter à cheval et s'observer les uns les autres avec des yeux avides qui ne manquaient rien. Ses mains se tordirent sur ses genoux, ce geste nerveux qu'elle ne pouvait jamais tout à fait contrôler, et elle se dit que le battement dans sa poitrine n'était que l'anxiété d'être exposée dans des vêtements plus fins que ceux qu'elle avait l'habitude de porter, et non l'espoir perfide que peut-être, incroyablement, elle pourrait le revoir. Puis elle le vit, et son souffle se coupa d'une manière que tout le monde dans la calèche a dû remarquer. Thomas Pembroke chevauchait vers eux sur un magnifique cheval baille, sa redingote de cavalier sombre parfaitement ajustée à ses larges épaules. Et même de loin, Eleanor put voir le moment où il repéra leur calèche, la façon dont sa posture changea, la détermination qui entra dans son maintien alors qu'il modifiait sa direction pour les intercepter. Lady Beatrice Sinclair se tenait dans un groupe de commères à proximité, ses yeux aussi perçants que ceux d'un faucon, et Eleanor vit Miss Caroline Langley parmi elles, belle et cassante en soie rose, son expression s'assombrissant dès qu'elle remarqua la trajectoire du duc. La colonne vertébrale de tante Catherine se redressa avec calcul,
et Isabella et Sophia prirent des postures d'une grâce étudiée. Mais Thomas, lorsqu'il amena son cheval à leur côté et descendit avec un athlétisme fluide, tendant ses rênes à un palefrenier qui attendait, regarda directement Eleanor avec une intention si indubitable qu'elle sentit la chaleur lui monter aux joues. « Miss Ashford, dit-il, et la formalité de l'adresse ne pouvait dissimuler la chaleur de sa voix, je me demande si vous consentiriez à marcher un peu avec moi. L'après-midi est trop beau pour être gaspillé dans une calèche. » C'était le genre de demande qui ne pouvait être facilement refusée sans offenser, bien qu'Eleanor vit l'éclair de mécontentement qui traversa le visage d'Isabella, rapidement lissé en une fausse gaieté, et elle se retrouva à accepter sa main alors qu'il l'aidait à descendre de la barouche, son contact, même à travers son gant, envoyant une conscience vibrante à travers tout son corps. Et puis, ils marchaient ensemble le long du sentier bordé de fleurs printanières, tandis que tout le monde à la mode regardait, chuchotait et s'interrogeait. 22 avril 1815. Le paquet arriva à 6 heures du soir, apporté dans le salon des Ashford par un laquais en livrée portant les couleurs des Pembroke, marine et argent, le papier d'emballage brun portant un sceau de cire imprimé des armoiries ducales qui fit s'arrêter la tasse de thé de tante Catherine à mi-chemin de ses lèvres et figea l'aiguille à broder d'Isabella en plein point, tandis que Sophia se penchait en avant avec une attention soudaine et vive, et Eleanor, assise dans le fauteuil du coin qui avait toujours été le sien, sentit son cœur entamer ce rythme désormais familier qui semblait accompagner toute mention ou apparition de quoi que ce soit lié à Thomas Pembroke. Le laquais lui présenta le paquet, à elle spécifiquement, disant que les instructions du duc étaient qu'il soit remis directement entre les mains de Miss Eleanor Ashford, et le choc d'entendre son nom complet prononcé avec une telle emphase dans le salon où on l'appelait habituellement simplement Eleanor, si tant est qu'on s'adressait à elle, fit trembler ses doigts alors qu'elle acceptait le colis étonnamment lourd. Tante Catherine se leva de son siège avec le calcul rapide d'un général reconnaissant un changement d'avantage sur le champ de bataille, se déplaçant pour se tenir derrière le fauteuil d'Eleanor. Et Eleanor pouvait sentir le poids de 3 paires d'yeux la regarder tandis qu'elle brisait soigneusement le sceau des Pembroke et dépliait le papier brun pour révéler des trésors qui lui coupèrent le souffle d'émerveillement et d'incrédulité. Des partitions, non pas les publications courantes que l'on pourrait trouver dans n'importe quelle boutique, mais de rares in-folios reliés en cuir, une collection de sonates de Mozart dont elle avait seulement entendu dire qu'elles existaient, un ensemble de variations de Beethoven qu'elle avait longtemps désiré voir, des éditions si fines et coûteuses que ses mains hésitaient à les toucher de peur d'endommager d'une manière ou d'une autre ce qu'elle ne pourrait jamais se permettre de remplacer. Une note reposait sur la musique, du papier crème épais portant son écriture. Forte et claire, et en quelque sorte exactement comme elle aurait imaginé que sa main serait, le message bref mais dévastateur dans sa prévenance. Pour Miss Ashford, dont le jeu mérite les plus belles compositions, et dont la joie dans la musique mérite chaque opportunité d'expression. J'espère que ces ajouts à votre bibliothèque vous apporteront du plaisir. Votre serviteur, Pembroke. Eleanor fixa les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent, la gorge serrée par des émotions qu'elle ne pouvait nommer, un sentiment d'être vue et valorisée si peu familier qu'il en était presque douloureux, et derrière elle, tante Catherine fit un petit bruit qui aurait pu être de la satisfaction ou un nouveau calcul, tandis qu'Isabella disait d'une voix comme du verre brisé, « Quelle extraordinaire générosité ! Le duc doit accorder une très grande valeur à la virtuosité musicale, bien que tout le monde dans la pièce comprit le sous-entendu sous les mots polis, l'accusation et la jalousie qui rendaient l'air amer. » Sophia resta silencieuse, mais son joli visage était devenu dur comme du marbre, et Eleanor serra les précieux in-folio contre sa poitrine, voulant soudain s'échapper, être seule avec ce cadeau impossible et l'espoir terrifiant qu'il représentait. Mais la main de tante Catherine se posa sur son épaule,
là maintenant en place, et la voix de sa tante, lorsqu'elle parla, était chaude d'une manière qu'Eleanor n'avait jamais entendu diriger vers elle auparavant, bien que la chaleur semblât calculatrice plutôt que sincère, aussi fausse qu'un décor de théâtre peint pour ressembler à de la pierre. Nous devons composer une réponse immédiatement, Eleanor, remerciant sa grâce pour son extraordinaire bonté et l'invitant peut-être à nous rendre visite pour qu'il puisse vous entendre jouer quelques-uns de ces morceaux, même qu'il a si judicieusement sélectionnés. 25 avril 1815. La salle de bal de Lady St. Clair était plus petite que les grands espaces où Eleanor avait joué auparavant, plus intime d'une manière qui la faisait se sentir exposée, alors qu'elle était assise au pianoforte dans sa nouvelle robe de soie lavande pâle. Un autre des investissements calculateurs de tante Catherine, la couleur délicate faisant paraître sa peau moins blafarde que d'habitude, bien qu'elle osât à peine croire qu'elle avait l'air ne serait-ce que jolie, et la pièce brillait de la lumière des bougies qui se reflétaient sur les miroirs au cadre doré et créaient une atmosphère qui semblait presque onirique dans sa douce chaleur dorée. Elle jouait depuis près d'une heure, ses doigts se déplaçant à travers des morceaux familiers avec la grâce automatique qui venait d'années de pratique, bien que ce soir sa concentration ne cessât de se briser, sa conscience constamment attirée vers la grande silhouette de l'autre côté de la pièce. Thomas Pembroke en habit de soirée noir avec une épingle en saphir à sa cravate qui captait la lumière à chaque mouvement, et elle avait senti son regard sur elle toute la soirée, avec une intensité qui faisait légèrement trembler ses mains sur les touches. Les rumeurs avaient atteint un paroxysme ces derniers jours. Des chuchotements suivant Eleanor partout où elle allait, Lady Beatrice et son cercle spéculant sans fin sur les intentions du duc, tandis que Miss Caroline Langley était devenue froidement furieuse, sa beauté se tournant en quelque chose de cassante et de tranchante, et même Isabella et Sophia avaient cessé de feindre une affection fraternelle, leur jalousie maintenant nue et venimeuse. Bien que tante Catherine fût devenue toute attention et sollicitude, ses calculs inscrits clairement sur son visage chaque fois qu'elle regardait Eleanor avec de nouveaux yeux, qui voyaient non pas un fardeau, mais un atout potentiel. Eleanor termina une variation de Mozart et attrapa la partition suivante, l'un des précieux morceaux que Thomas lui avait envoyé, et soudain il fut là, à côté d'elle, se déplaçant à travers la foule avec cette autorité tranquille qui faisait que les gens s'écartaient sans qu'il ait à le demander, et il dit avec un léger sourire qui fit absurdement palpiter son cœur. « Puis-je tourner les pages pour vous, Miss Ashford? J'aimerais me rendre utile. » Et avant qu'elle ne puisse balbutier une réponse, il s'était installé sur le banc, à côté d'elle, si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur, sentir le subtil parfum de bois de santal et quelque chose d'autre qui lui était propre, et l'intimité du geste, de lui assise avec elle à la vue de tous, lui coupa le souffle alors même que ses doigts trouvaient les touches et commençaient le morceau. Ils étaient assis ensemble dans un petit monde créé par la musique et la proximité, ses mains tournant les pages au moment précis comme s'il pouvait lire ses intentions dans le mouvement de ses épaules ou le rythme de sa respiration. Et entre les mouvements, il parlait doucement, sa voix accordée pour ses seules oreilles, lui disant qu'il s'était senti comme un étranger toute sa vie, malgré son titre et sa richesse, que le devoir avait toujours primé sur le désir, jusqu'à ce qu'il l'entende jouer et reconnaisse dans sa musique quelque chose qui parlait à la solitude qu'il portait. Et Eleanor sentit ses murs si soigneusement construits commencer à s'effriter alors qu'elle répondait avec une vulnérabilité assortie, admettant qu'elle avait passé tant d'années à être invisible qu'elle s'était convaincue que l'invisibilité était la sécurité, qu'espérer quoi que ce soit de plus était une folie qui ne mènerait qu'à la douleur. Sa main recouvrit la sienne sur les touches pour un bref instant, le contact bref mais dévastateur dans sa tendresse, et il dit avec une intensité tranquille qu'elle n'avait jamais été invisible pour lui, que dès le premier instant il n'avait pas vu de la banalité mais de la grâce, non pas une parente utile, mais une femme d'une profondeur et d'une beauté extraordinaires qui n'avaient rien à voir avec les mesures superficielles
que la société utilisait, et Eleanor plongea son regard dans ses yeux et y vit la vérité. Se vit elle-même reflétée comme quelqu'un de digne, de précieux et de chéri. Et pour la première fois de sa vie, elle s'autorisa à espérer vraiment, à croire que peut-être cette chose impossible pourrait réellement être réelle. 26 avril 1815. Les visiteurs du matin commencèrent à arriver à 11 heures, remplissant le salon des Ashford de soie bruissante et d'une curiosité à peine contenue, et Eleanor était assise sur le canapé plutôt que dans son fauteuil habituel du coin, ce nouveau positionnement étant un autre des ajustements calculés de tante Catherine, plaçant sa nièce là où elle pouvait être correctement exposée comme une marchandise dont la valeur avait soudainement et de manière inattendue augmenté. Et la pièce semblait bourdonner de spéculations et de commérages qui tourbillonnaient autour d'Eleanor comme de la fumée, rendant la respiration difficile, alors que Lady Beatrice Sinclair installait sa considérable charpente dans le meilleur fauteuil et fixait Eleanor avec des yeux brillants d'un intérêt indiscret, tandis que Mabel Westbrook, une veuve connue pour sa langue acérée et ses observations encore plus pointues, arrangeait son châle avec un soin élaboré qui ne trompait personne sur son véritable but en venant, et même Miss Caroline Langley était venue, sa beauté aujourd'hui semblant cassante comme de la glace, son sourire tendu et froid, alors qu'elle acceptait le thé du service en argent que tante Catherine versait avec une grâce qui aurait été risible si Eleanor avait eu la moindre capacité à s'amuser. Le salon s'était rempli de fleurs ces derniers jours, des arrangements de divers gentilshommes dont l'intérêt soudain pour la Miss Ashford, auparavant invisible, était aussi transparent que déconcertant, des vases de roses de serre et de lys exotiques encombrant chaque surface, leurs parfums combinés créant une douceur écœurante qui donnait à Eleanor une légère nausée, bien qu'elle sût que les fleurs n'étaient pas des hommages à sa personne, mais plutôt des tentatives calculées pour gagner les faveurs de celle qui pourrait bientôt être la duchesse de Pembroke, et cette pensée la faisait se sentir souillée d'une certaine manière, comme si même cette attention la réduisait à n'être qu'un moyen de promotion sociale. Isabella était assise sur le siège de la fenêtre, vêtue d'une robe du matin bleu glacier qui correspondait à la froideur de ses yeux, sa broderie oubliée sur ses genoux tandis qu'elle observait les événements avec une fureur à peine dissimulée, et déjà par 2 fois elle avait fait des commentaires qui semblaient de soutien en surface, mais qui portaient du venin en dessous, des observations sur combien il était extraordinaire que le talent musical puisse compenser tant d'autres déficiences, combien il était remarquable que certains gentilshommes accordent plus de valeur à l'accomplissement qu'à la beauté. Et Eleanor sentait chaque mot comme une petite coupure, une mort par 1000 cruautés polies qui ne laissaient aucune blessure visible. Lady Béatrice se pencha en avant, avec l'ardeur d'un chien de chasse flairant une proie, et dit d'une voix qui porta à chaque coin de la pièce que le duc avait été des plus particuliers dans ses attentions, que tout le monde avait remarqué sa préférence marquée, que s'asseoir avec Miss Ashford au pianoforte pendant une période aussi prolongée avait été une sorte de déclaration, n'est-ce pas? Et Eleanor sentit la chaleur lui monter aux joues, alors que tous les yeux se fixaient sur elle, attendant sa réponse. Tandis que tante Catherine intervenait doucement pour dire qu'Eleanor était naturellement gratifiée de l'appréciation de sa grâce pour ses talents musicaux, l'accent mis sur les talents rendant clair que sa tante construisait déjà des récits centrés sur l'avantage familial plutôt que sur la valeur authentique d'Eleanor. Madame Westbrook ajouta avec une fausse douceur que ce serait un mariage tout à fait remarquable, bien qu'il ne faille bien sûr pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, de telles déceptions n'étant pas rares, surtout lorsque les attentes deviennent trop élevées. Et Eleanor sentit les mots atterrir comme des coups, l'implication claire qu'elle ne devrait pas oser trop espérer, que quelqu'un comme elle n'avait aucun droit d'attendre la permanence de l'attention de quelqu'un comme Thomas Pembroke. 28 avril 1815.
Le British Museum se tenait silencieux dans la lumière de l'après-midi, ses salles de marbre résonnant de pas qui semblaient appartenir à un autre monde, et Eleanor marchait aux côtés de Thomas Pembroke à travers la galerie des sculptures grecques, vêtue d'une robe de jour en mousseline rose que tante Catherine avait procurée avec la même efficacité calculatrice qu'elle appliquait désormais à tout ce qui concernait sa nièce précédemment ignorée. Et la pluie de printemps visible à travers les hautes fenêtres créait un fond gris doux qui faisait paraître les statues de marbre blanc comme si elles brillaient d'une luminescence intérieure. Et à une distance respectueuse, Lord Frederick Harcourt se tenait près de l'arche d'entrée. Sa présence là pour assurer la bienséance tout en garantissant qu'ils aient l'intimité nécessaire pour une conversation sincère, et Eleanor sentait son cœur battre si fort qu'elle était certaine que Thomas devait l'entendre, devait sentir la terreur et l'espoir qui se livraient en bataille en elle alors qu'il s'arrêtait devant une statue de Psyché, la déesse saisie dans le marbre au moment de sa transformation, et Thomas dit doucement qu'il lui avait demandé de venir ici aujourd'hui parce qu'il avait besoin qu'elle comprenne quelque chose, qu'il avait besoin qu'elle connaisse la vérité de ses sentiments avant qu'ils n'aillent plus loin. Et Eleanor se tourna pour le regarder avec des yeux qui, elle le savait, en révélaient trop, toute sa vulnérabilité et son désir exposé, et il lui prit le bras, avec un contact qui était devenu familier au cours des dernières semaines, mais qui envoyait toujours une chaleur inondant tout son corps, et il dit qu'il avait besoin de savoir à son sujet, sur la vie qu'il avait façonnée en la femme remarquable qui s'asseyait au pianoforte pour jouer une musique qui parlait de profondeur que la société refusait de voir, et Eleanor sentit quelque chose se briser en elle, une chambre longtemps scellée où elle avait caché toute la douleur et la solitude de 24 ans, et elle se retrouva à tout lui raconter, la mort de ses parents quand elle avait 7 ans, son arrivée chez tante Catherine comme un acte de devoir plutôt que d'amour, le fait de grandir en regardant Isabella et Sophia recevoir tous les avantages, alors qu'on ne lui donnait que le nécessaire. La lente et écrasante prise de conscience qu'elle était considérée comme laide et pauvre, et donc sans valeur sur le marché du mariage. Le fait d'apprendre à trouver un sens dans la musique, parce que c'était le seul endroit où elle pouvait exprimer les sentiments qu'on ne lui permettait jamais de montrer. Et pendant qu'elle parlait, elle sentit des larmes couler sur ses joues, bien qu'elle n'ait pas eu l'intention de pleurer, n'ait pas eu l'intention d'en révéler autant. Mais Thomas écoutait avec une intensité qui la faisait se sentir vraiment entendue pour peut-être la première fois de sa vie, et quand elle se tut enfin, il dit avec une colère à peine contenue que sa famille avait commis un crime contre elle, qu'ils avaient pris une femme sensible, intelligente et belle, et avaient essayé de la convaincre qu'elle n'était rien de tout cela. Et Eleanor commença à protester contre le mot « belle » par habitude, par des années à connaître son propre visage dans les miroirs et à y voir le reflet de la banalité. Mais il lui toucha la joue avec une telle tendresse que ces mots moururent sans être prononcés. Et il dit que la beauté n'avait rien à voir avec la symétrie des traits ou une coloration à la mode, que la beauté résidait dans la grâce de ses mains sur les touches du piano et dans la profondeur de ses yeux et dans le courage qu'il fallait pour rester bonne quand le monde avait été si méchant avec elle. Et Eleanor sentit quelque chose de fondamental basculer en elle. Une croyance fondamentale sur sa propre valeur, commençant à se transformer sous la chaleur constante de son regard. Et il dit qu'il allait lui poser une question très bientôt, qu'il voulait qu'elle soit préparée. Et elle sut ce qu'il voulait dire, et se sentit simultanément terrifiée et exaltée, et sa main resta sur son bras, alors qu'ils se tenaient ensemble dans la silencieuse galerie du musée, tandis que la pluie continuait sa douce percussion contre les fenêtres, et que Frederick maintenait sa distance discrète, et qu'Eleanor s'autorisait pour la première fois à croire vraiment que peut-être l'impossible était sur le point de devenir réel. 1er mai 1815. Pembroke House flamboyait de lumière alors que les calèches s'alignaient dans la rue, livrant la société londonienne à ce qui promettait d'être le bal de la saison, et Eleanor était assise au pianoforte Broadwood,
dans le coin de la plus grande salle de bal qu'elle ait jamais vue. Ses doigts se déplaçant sur les touches d'ivoire et d'ébène, tandis que son cœur battait d'une terreur et d'une anticipation si intense qu'elle en était prise de vertige. Et elle portait une robe de soie crème que tante Catherine avait commandée à un coût exorbitant, la plus belle robe qu'Eleanor ait jamais possédée, le tissu murmurant contre sa peau comme une promesse, ou peut-être un mensonge. Et au-dessus de sa tête, 3 immenses lustres de cristal brillaient de ce qui devait être 1 millier de bougies, leur lumière se reflétant dans les miroirs qui tapissaient les murs et multipliaient la foule, jusqu'à ce qu'il semble que tout Londres se soit rassemblé dans cet espace. Et Eleanor jouait une sonate de Beethoven parce que ses mains connaissaient les notes sans réfléchir et que son esprit était trop chaotique pour quoi que ce soit nécessitant de la concentration. Et elle pouvait voir Isabella debout près des portes de la terrasse en soie rose pâle, qui la faisait ressembler à une furieuse poupée de porcelaine. Sa beauté ce soir presque douloureuse à regarder, et ses yeux fixés sur Eleanor, avec quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la haine. Et Sophia se tenait à côté de leur mère, vêtue de soie ambrée et avec une expression de ressentiment à peine contenue. Et tante Catherine inspectait la pièce avec la satisfaction d'un général qui avait, contre toute attente et toute espérance, manœuvré sa pièce la moins précieuse vers une position d'avantage stupéfiant. Et Lady Beatrice Sinclair tenait sa cour près de la table des rafraîchissements, entourée d'autres commères qui ne cessaient de jeter des regards vers Eleanor, avec des expressions allant de l'incrédulité au calcul, et Miss Caroline Langley se tenait seule près d'une fenêtre, l'air cassant et dangereux en soie bleue foncé, sa beauté ce soir ne servant qu'à souligner la froideur de ses yeux, et Lord Frederick Harcourt se tenait près de l'entrée, observant les événements avec une expression d'approbation chaleureuse qui suggérait qu'il savait exactement ce qui allait se dérouler. Et Eleanor continuait à jouer, tout en essayant de ne pas chercher Thomas dans la foule, de ne pas trop espérer ni trop craindre, d'essayer de maintenir un certain équilibre dans un monde qui avait si radicalement basculé au cours des dernières semaines qu'elle ne reconnaissait plus les contours de sa propre vie. La salle de bal elle-même semblait conçue pour subjuguer, tout en crème et or, avec d'énormes fenêtres drapées de soie qui bougeaient doucement dans la brise printanière, et l'odeur des roses blanches emplissait l'air, des arrangements massifs sur chaque surface, et la foule se déplaçait et tourbillonnait selon des schémas qu'Eleanor reconnaissait après des années d'observation, la danse de la société avec toutes ses cruautés et ses calculs. Et elle pensa avec une clarté qui la surprit que ce soir déterminerait tout, que quoi qu'il arrive dans les prochaines heures, façonnerait tout le reste de son existence. Et la terreur de cette prise de conscience fit légèrement trébucher ses doigts sur les touches avant qu'elle ne se reprenne et continue de jouer. Et puis, elle sentit plutôt qu'elle ne vit un changement dans l'atmosphère de la pièce, un déplacement collectif de l'attention, et elle leva les yeux pour voir Thomas Pembroke entrer par les portes principales. Et il portait un habit de soirée noir qui soulignait sa taille et son maintien. Et l'épingle en saphir à sa cravate captait la lumière des bougies, et ses yeux balayèrent la salle de bal jusqu'à ce qu'il la trouve au pianoforte, et le regard qu'il lui lança était si intense, si plein de détermination et de résolution, que Eleanor sentit son souffle se couper, et son cœur commencer à s'emballer avec un espoir fou qu'elle ne pouvait plus réprimer. Thomas traversa le parquet de la salle de bal avec une détermination qui fit taire les conversations, alors que les gens se tournaient pour regarder, et les doigts d'Eleanor fléchirent sur les touches, alors qu'elle réalisait, avec une terreur qui lui coupa le souffle, qu'il marchait droit sur elle, et toute l'assemblée sembla retenir son souffle collectif, tandis que le duc de Pembroke traversait le sol poli, passant devant Isabella dont le visage était devenu blanc, devant Sophia dont la bouche s'ouvrit de stupeur, devant tante Catherine dont l'expression calculatrice se mua en confusion, et devant Caroline Langley qui semblait sur le point de se briser comme du verre, et il atteignit le pianoforte où Eleanor était assise, figée, les mains toujours posées sur les touches,
Et il dit d'une voix qui porta à travers la salle de bal désormais complètement silencieuse qu'il devait l'interrompre car il ne pouvait plus attendre un instant, ne pouvait plus passer une autre soirée à regarder la femme la plus remarquable de Londres jouer de la musique pour des danseurs, alors qu'elle devrait être célébrée, chérie et aimée, et Éléonore sentit des larmes lui monter aux yeux, alors qu'il lui tendait la main, et elle la prit sans réfléchir, ses doigts tremblants dans sa poigne chaude et ferme, et il l'aida à se lever du banc avec une telle tendresse qu'elle sentit quelque chose se briser en elle, toutes les années de résignation et de douleur se fissurant pour laisser entrer la lumière, et il garda sa main dans la sienne, alors qu'il se tournait pour faire face à la foule assemblée, et il dit qu'il avait passé 3 semaines à apprendre à connaître Miss Eleanor Ashford, qu'il avait découvert en elle une profondeur d'âme, une brillance d'esprit et une générosité de cœur qui faisaient honte à toutes les autres femmes de sa connaissance, que sa musique parlait d'une beauté que la société, dans son aveuglement, n'avait pas su reconnaître, qu'elle avait enduré des années de mépris avec une dignité qui l'humiliait, et Eleanor se tenait à ses côtés, pleurant ouvertement maintenant, incapable d'arrêter les larmes qui coulaient sur son visage. Et il se tourna de nouveau vers elle, et dit qu'il était tombé amoureux d'elle la première nuit où il l'avait entendue jouer, que chaque conversation depuis n'avait fait que renforcer sa certitude, qu'elle était tout ce qu'il avait toujours voulu et n'avait jamais osé espérer trouver. Et puis il lâcha sa main seulement pour fouiller dans la poche de sa redingote et en retirer une bague, un saphir serti dans de l'or qui correspondait à l'épingle de sa cravate, et il s'agenouilla devant elle, devant 300 témoins. Et il dit, « Eleanor Ashford, me ferez-vous l'extraordinaire honneur de devenir ma femme, de me permettre de passer ma vie à m'assurer que vous ne doutiez plus jamais de votre valeur, de me laisser vous aimer comme vous méritez d'être aimé. » Et Eleanor baissa les yeux vers lui à travers ses larmes et vit dans ses yeux une certitude si absolue, une dévotion si complète, que le dernier de son incrédulité vola en éclats comme du cristal. Et elle dit oui d'une voix qui se brisa sur le mot. « Oui, de tout mon cœur, oui. » Et il se leva, glissa la bague à son doigt et la prit dans ses bras, là, devant tout le monde. La bienséance abandonnée au profit de la vérité, et la salle de bal éclata en applaudissements et en exclamations, et Eleanor entendit le rire ravi de Frederick Harcourt et vit le visage stupéfait de tante Catherine, l'expression dévastée d'Isabella, les larmes de rage jalouse de Sophia et Caroline Langley fuyant vers les portes, et Lady Béatrice Sinclair applaudissant avec une expression de surprise sincère, mais surtout, elle n'était consciente que de Thomas la tenant près de lui et lui murmurant contre ses cheveux qu'elle était à lui maintenant, qu'il ne laisserait plus jamais personne la faire se sentir moins que précieuse, et Eleanor s'agrippa à lui, pleura et se sentit transformée en un instant de pianiste invisible à duchesse bien-aimée, de parente pauvre ignorée à la femme la plus enviée de Londres. Et l'impossibilité de tout cela la rendit étourdie, alors même que la solide réalité de ses bras autour d'elle l'ancrait à cette nouvelle vérité miraculeuse. Thomas conduisit Eleanor par les portes-fenêtres sur la terrasse, où l'air frais de la nuit portait le parfum des roses et du jasmin des jardins en contrebas, et le bruit de la salle de bal s'estompa, pour devenir un bourdonnement assourdi derrière eux, et Eleanor sentit ses jambes trembler sous la soie crème de sa robe, alors que les événements de l'heure passée déferlaient sur elle en vagues qui la laissaient étourdie et à bout de souffle, et Thomas garda sa main au creux de son dos, comme s'il craignait qu'elle ne s'effondre sans son soutien. Et peut-être l'aurait-elle fait, car rien dans ses 24 ans ne l'avait préparée à cette transformation de pianiste invisible à duchesse bien-aimée, de parente pauvre méprisée à la femme que toutes les autres dames de Londres enviaient maintenant, et ils atteignirent la balustrade de pierre qui surplombait les jardins où des lanternes brillaient parmi les arbres comme des étoiles capturées, et Thomas la tourna doucement pour lui faire face, et à la lumière des lampes de la salle de bal, ses yeux étaient très sombres et très tendres, et il dit « Êtes-vous bien ?» Et Eleanor découvrit qu'elle ne pouvait pas parler,
car si elle ouvrait la bouche, elle rirait hystériquement ou pleurerait à nouveau. Et il sembla comprendre car il la serra contre lui et la tint simplement pendant qu'elle tremblait d'émotions trop grandes et complexes pour être nommées. Et après un long moment, elle réussit à murmurer contre sa poitrine qu'elle n'arrivait pas tout à fait à croire que cela se produisait, qu'une partie d'elle s'attendait encore à se réveiller dans son lit étroit, dans le couloir des domestiques, et à découvrir que tout cela n'avait été qu'un rêve, né d'un désir désespéré. Et Thomas recula juste assez pour encadrer son visage de ses mains. Et il dit « Gardez-moi, Éléonore. » Et elle leva les yeux vers lui. Et il dit « Ceci est réel. Je suis réel. Mon amour pour vous est la chose la plus réelle que j'ai jamais vécue. Et vous portez ma bague. Et dans 6 semaines, vous porterez mon nom. Et pour le reste de nos vies, je me réveillerai à vos côtés et m'endormirai en vous tenant et ne vous laisserai jamais douter un seul instant que vous êtes précieuse au-delà de toute mesure. » Et Éléonore sentit de nouvelles larmes couler sur ses joues alors qu'elle levait sa main gauche pour regarder le saphir qui captait la lumière des lampes et projetait un feu bleu. Et elle dit « Je ne comprends pas pourquoi vous m'avez choisi, alors que vous auriez pu avoir n'importe qui, n'importe laquelle des belles femmes accomplies qui se jettent à vos pieds depuis le début de la saison. » Et Thomas sourit et dit « Mais aucune d'entre elles n'est vous. Aucune d'entre elles n'a votre âme ou votre esprit ou votre don extraordinaire pour trouver la beauté même dans des circonstances conçues pour l'écraser. Aucune d'entre elles n'a survécu à ce que vous avez survécu et en est sortie avec votre bonté intacte, et je ne suis pas tombé amoureux d'un visage Éléonore. Bien que je trouve le vôtre adorable au-delà des mots, je suis tombé amoureux de la femme qui jouait Mozart comme si elle parlait directement au ciel, qui discutait de Rossini avec une intelligence qui me laissait sans voix, qui a été négligée et méprisée, et qui a pourtant conservé la capacité d'espérer. Et Éléonore dit « J'avais cessé d'espérer. J'avais accepté que l'amour n'était pas pour moi. » Et Thomas dit « Je sais. Et c'est pourquoi j'ai dû espérer assez pour nous deux, jusqu'à ce que vous puissiez vous souvenir comment faire. » Ils restèrent ensemble sur la terrasse pendant un long moment, tandis que les sons de la célébration parvenaient de la salle de bal derrière eux et que l'air nocturne les enveloppait comme une bénédiction, et peu à peu les tremblements d'Éléonore se calmèrent. Ses larmes cessèrent et elle se retrouva capable de respirer à nouveau sans avoir l'impression que le monde pourrait se briser à tout moment. Et Thomas garda un bras autour de sa taille et utilisa sa main libre pour tracer la ligne de sa mâchoire avec une telle douceur qu'une nouvelle émotion monta à sa gorge. Et il dit « Nous devrions retourner bientôt dans la salle de bal où les gens parleront, bien que je me soucie très peu de la bienséance quand je pourrais rester ici avec vous pour toujours. » Et Éléonore réussit un rire tremblant et dit qu'après avoir fait sa demande devant 300 témoins, il avait plutôt renoncé à toute prétention à la bienséance. Et il sourit et dit que c'était un peu le but, qu'il voulait que chaque personne à Londres sache sans le moindre doute qu'elle était sa fiancée choisie, qu'il n'y aurait pas de spéculation chuchotée sur une obligation, ou de la pitié, ou l'une des sottises cruelles que la société pourrait autrement inventer. Et Éléonore leva les yeux vers lui et dit « Vous saviez qu'il dirait ces choses. » Et Thomas dit « Bien sûr. Je sais comment ce monde fonctionne, comment il détruit tout ce qui défie ces définitions étroites de la valeur. Et c'est précisément pourquoi j'ai fait ma déclaration si publique et si absolue, afin que personne ne puisse remettre en question ma dévotion ou suggérer que vous m'aviez en quelque sorte piégé ou que je m'étais contenté de moins que le désir de mon cœur. » Et Éléonore sentit quelque chose de chaud se déployer dans sa poitrine devant sa protection, devant la pensée attentive qu'il avait eue pour la protéger de la cruauté même qu'elle avait redoutée. Et elle dit « Je ne vous mérite pas. » Et Thomas fit un bruit impatient et dit « Vous méritez bien plus que moi, mais je suis assez égoïste pour être reconnaissante que vous m'ayez accepté quand même. » Puis il devint sérieux et dit « Éléonore, j'ai besoin que vous compreniez que les prochaines semaines ne seront pas faciles, qu'il y aura des gens qui ressentiront notre bonheur, et d'autres qui mettront votre confiance à l'épreuve,
avec des commentaires acerbes déguisés en préoccupation, que mon monde peut être vicieux envers ceux qu'il perçoit comme des étrangers. Et Éléonore dit « J'ai vécu comme une étrangère toute ma vie. » Et Thomas dit « Je sais, mais c'est différent quand vous êtes à mes côtés, parce qu'ils ne peuvent pas vous rejeter purement et simplement, alors ils essaieront de vous saper subtilement, et j'ai besoin que vous promettiez que lorsque les doutes viendront, comme je sais qu'ils viendront, vous vous souviendrez de ce moment, et ferez confiance au fait que mon amour n'est pas circonstanciel ou temporaire, mais absolu. » Et Éléonore sentit les larmes menacer à nouveau devant sa compréhension de sa peur la plus profonde, la terreur qu'un jour il se réveille et la voit comme le monde l'avait toujours vue, banale, pauvre et sans intérêt. Et elle murmura « Et si vous changez d'avis ?» Et Thomas la serra contre lui et dit « Je ne le ferai pas, je ne le peux pas. Vous êtes inscrite dans mon cœur maintenant, et rien ne pourrait changer cela. » Et Éléonore pressa son visage contre sa poitrine et sentit son rythme cardiaque régulier sous sa joue, et se laissa croire pour la première fois que peut-être les fins heureuses n'étaient pas seulement pour les belles femmes dans les contes de fées, mais aussi pour les pianistes négligés qui avaient appris à ne rien attendre et qui apprenaient maintenant à tout accepter. Quand ils retournèrent enfin dans la salle de bal, l'atmosphère s'était transformée en quelque chose qu'Éléonore n'avait jamais connu. Une célébration qui semblait scintiller d'une chaleur authentique plutôt que de la politesse cassante qui caractérisait habituellement les rassemblements de la société, et elle entra au bras de Thomas, sa main gauche reposant dans le creux de son coude, de sorte que le saphir captait la lumière des 3 immenses lustres de cristal et annonçait son nouveau statut à quiconque aurait pu manquer la demande en mariage, et immédiatement, ils furent entourés de personnes leur adressant leurs vœux, dont les visages se brouillaient dans l'état de confusion d'Éléonore, bien qu'elle enregistrât les félicitations enthousiastes de Frederick Harcourt et son commentaire chuchoté à Thomas qu'il était temps. Et même Lady Beatrice Sinclair s'approcha avec ce qui semblait être un plaisir sincère et dit qu'elle n'avait jamais vu un geste plus romantique en 40 ans de participation à des événements mondains. Et Éléonore se retrouva entraînée dans des conversations avec des femmes qui n'avaient jamais auparavant reconnu son existence, des dames qui semblaient maintenant désireuses de se lier d'amitié avec la future duchesse de Pembroke, bien qu'elle ne pût s'empêcher de remarquer le nœud amer de ses cousines, debout près de la table des rafraîchissements avec des expressions identiques de fureur mal dissimulée, et tante Catherine s'approcha avec Lord Robert à sa suite, le visage de sa tante étant un mélange compliqué de calcul et de surprise sans ça. Et elle dit « Éléonore, ma chère, j'ai toujours su que vous aviez des qualités cachées », bien que son ton suggéra qu'elle n'avait rien su de tel, et Thomas garda Éléonore près de lui tout au long de ces moments, sa main à sa taille ou sur son bras comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il la lâchait, et elle lui était reconnaissante de sa présence stable, car sans elle, elle aurait pu fuir l'attention écrasante qui semblait à la fois merveilleuse et terrifiante, et après ce qui parut des heures, mais ne fut peut-être que 30 minutes, Thomas se pencha et murmura qu'ils avaient rempli leurs obligations sociales et qu'ils la ramenaient à la maison avant qu'elle ne s'effondre d'épuisement, et Éléonore sentit une vague de gratitude pour sa perception, car ses jambes avaient recommencé à trembler et sa tête lui faisait mal à cause du tumulte émotionnel de la soirée, et ils se dirigèrent vers la porte, tout en acceptant les dernières félicitations, et Thomas envoya un laquais en avant pour faire approcher sa calèche. Et pendant qu'ils attendaient dans le hall d'entrée, Éléonore aperçut Caroline Langley qui les observait depuis l'embrasure de la porte de la salle de bal, avec une haine si nue qu'Éléonore se rapprocha instinctivement de Thomas. Et il suivit son regard, son expression se durcit, et il dit assez fort pour que Caroline l'entende qu'il n'avait jamais été plus certain d'une décision de sa vie. Puis la calèche arriva, et il aida Éléonore à monter, grimpa derrière elle, et alors qu'il s'éloignait de Pembroke House avec ses fenêtres flamboyantes et ses bruits de célébration continue, Éléonore s'autorisa enfin à s'appuyer contre son épaule et à fermer les yeux, et Thomas enroula son bras autour d'elle, déposa un baiser sur le sommet de sa tête et dit
vous avez été magnifique. » Et Eleanor murmura qu'elle avait l'impression d'avoir survécu à une bataille, et Thomas dit à bien des égards, « C'est le cas, mais la victoire est à nous, et rien ne nous l'enlèvera. » La calèche roulait à travers les rues assombries de Londres, le rythme des sabots fournissant un contrepoint régulier aux pensées effrénées d'Eleanor, et elle se surprit à ne pas pouvoir s'empêcher de toucher la bague de saphir à sa main gauche, comme pour en confirmer la réalité à chaque légère rotation contre son doigt, et Thomas l'observait avec une expression d'une telle tendresse qu'elle se sentit à la fois exposée et chérie, et après plusieurs minutes de silence complice, il dit « Vous êtes bien silencieuse, et je ne saurais dire si c'est du contentement ou de la terreur. » Et Eleanor réussit un rire tremblante et dit « Peut-être les deux », et il sourit et dit « Cela semble une réponse raisonnable au fait d'avoir sa vie entière transformée en l'espace d'une seule soirée. » Et Eleanor regarda par la fenêtre les hôtels particuliers qui défilaient avec leurs fenêtres illuminées, suggérant d'autres vies se poursuivant selon leur schéma ordinaire, tandis que la sienne avait été irrévocablement modifiée. Et elle dit « N'avez-vous jamais l'impression de vous regarder de l'extérieur de votre propre corps, comme si vous ne pouviez pas tout à fait croire que ce qui se passe est réel ?» Et Thomas dit « J'ai ressenti précisément cela quand je vous ai entendu jouer pour la première fois au bal de votre tante, comme si j'avais traversé ma vie en somnambule jusqu'à ce moment, et que je me sois soudain réveillé pour trouver que tout avait changé. » Et Eleanor se tourna pour le regarder dans la faible lumière filtrant à travers les fenêtres de la calèche, et dit « Vous ne pouvez pas être sérieux. » Et Thomas dit « Je n'ai jamais été plus sincère. J'avais assisté à 1 millier de tels rassemblements et rencontré d'innombrables femmes éligibles sans ressentir autre chose qu'un intérêt poli. Mais ensuite j'ai entendu votre musique et j'ai vu votre visage, et quelque chose a basculé dans ma poitrine. » Et Eleanor sentit les larmes menacer à nouveau, car elle avait passé tant d'années à se croire invisible que même maintenant, avec les preuves de son amour l'entourant, une partie d'elle luttait pour l'accepter. Et elle dit « J'ai si peur. » Et Thomas prit sa main et dit « Je sais, mais je vous promets que cette peur s'apaisera avec le temps. À mesure que vous apprendrez à croire que ma dévotion ne dépend de rien que vous deviez accomplir ou maintenir, mais qu'elle existe simplement comme un fait permanent. » Et Eleanor dit « Comment pouvez-vous être si certain ?» Et Thomas dit « Parce que je connais mon propre cœur, et il a reconnu le vôtre au moment où nous nous sommes rencontrés. » Et la calèche tourna dans la rue plus calme, où se trouvait la demeure des Ashford, avec sa façade familière, qui parut soudain étrange à Eleanor, comme si elle la voyait pour la première fois. Et Thomas dit « Je viendrai demain à 2 heures de l'après-midi, pour parler formellement avec votre oncle des arrangements et de ces questions fastidieuses, bien que votre réponse de ce soir nous ait bien sûr déjà liés. » Et Eleanor hocha la tête et dit « Tante Catherine sera insupportable de triomphe. » Et Thomas dit « Laissez-la avoir son moment de victoire sociale, si cela rend votre temps restant dans cette maison plus supportable, bien que j'aie l'intention que ce temps soit aussi bref que la bienséance le permet. » Et Eleanor dit « Vous souhaitez vous marier bientôt ?» Et Thomas dit « Je souhaite me marier immédiatement, mais je soupçonne que la société exige au moins quelques semaines de prétention que nous ne comptons pas tous les deux les heures. » Et la calèche s'arrêta, et un laquais apparut pour ouvrir la porte. Et Eleanor ne voulut soudainement pas quitter l'espace clos qui ressemblait à son propre monde privé. Et Thomas sembla comprendre, car il dit encore un instant, et il lui prit le visage entre ses mains et dit « Vous êtes mienne maintenant, Eleanor. Et je suis vôtre, et rien ne changera cela. » Puis il lui baisa le front avec une telle douceur qu'elle sentit quelque chose en elle commencer enfin à y croire, et il l'aida à descendre de la calèche et l'escorta jusqu'à la porte où le majordome de tante Catherine attendait avec une expression soigneusement neutre, et Thomas porta sa main à ses lèvres et dit jusqu'à demain. Et Eleanor murmura bonne nuit et le regarda retourner à sa calèche avant de se tourner pour entrer dans la maison, où sa vie de future duchesse de Pembroke commencerait à prendre forme.
Le matin du 2 mai arriva avec un soleil éclatant qui entrait à flot par la fenêtre de la chambre d'Eleanor, où elle n'avait dormi que par intermittence, se réveillant à plusieurs reprises pour vérifier que la bague de saphir entourait toujours son doigt et prouvait que la soirée précédente n'avait pas été un rêve élaboré conjuré par son imagination désespérée. Et quand sa femme de chambre Mary arriva à 8 heures avec le chocolat du matin, le visage de la jeune fille était illuminé d'une excitation à peine contenue, alors qu'elle disait que toute la maisonnée ne parlait que des fiançailles de Miss Eleanor et que la cuisinière avait déjà commencé à planifier des menus de célébration bien que personne ne lui en ait donné l'ordre. Et Eleanor ressentit un étrange mélange de plaisir et de malaise à être le sujet d'une telle attention après 24 ans d'invisibilité effective entre ses murs. Et Mary l'aida à s'habiller d'une robe du matin en mousseline imprimée que tante Catherine avait fournie la semaine dernière dans le cadre de l'investissement soudain dans la garde-robe d'Eleanor. Et Eleanor remarqua à quel point le tissu était différent contre sa peau maintenant qu'elle le portait en tant que future duchesse de Pembroke, plutôt qu'en tant que parente pauvre exposée pour un avantage potentiel. Et quand elle descendit à la salle à déjeuner à 9 heures, elle trouva toute la famille déjà réunie, ce qui était inhabituel puisque Isabella et Sophia prenaient généralement leur petit déjeuner dans leur chambre, et tante Catherine leva les yeux de sa correspondance avec une expression qu'Éléonore n'avait jamais vue dirigée vers elle auparavant, quelque chose approchant le respect mêlé de calcul, et sa tante dit « Bonjour Éléonore. J'espère que vous avez bien dormi après une soirée si mouvementée, et Eleanor dit aussi bien que l'on pouvait s'y attendre. Et oncle Robert abaissa son journal et dit « Le duc a fait savoir qu'il viendrait à 2 heures comme promis pour discuter des arrangements. » Et il y avait une note étrange dans sa voix, comme s'il ne pouvait pas tout à fait concilier la nièce silencieuse qu'il avait à peine remarquée avec la femme qui avait capturé le célibataire le plus convoité de Londres. Et Isabella était assise, raide sur sa chaise, le visage soigneusement composé mais les mains agrippant sa tasse de thé si fort qu'Eleanor craignit que la porcelaine délicate ne se brise. Et Sophia ne voulait pas du tout croiser le regard d'Eleanor, mais fixait son assiette en poussant des œufs avec sa fourchette. Et tante Catherine dit « Nous devons discuter des arrangements du mariage. Naturellement, ce sera l'événement de la saison, et nous devons nous assurer que tout reflète de manière appropriée les deux familles. » Et Eleanor dit « Thomas et moi n'avons pas encore discuté de tels détails. » Et l'utilisation de son prénom semblait étrange sur sa langue en cette compagnie, bien qu'il lui ait explicitement donné la permission de l'utiliser lors de leur conversation sur la terrasse. Et tante Catherine dit néanmoins « Nous devons commencer à planifier immédiatement. Ces choses prennent du temps, et je suppose que le duc souhaitera se marier avant la fin de la saison. » Et Eleanor sentit la sensation familière d'être gérée et dirigée qui avait caractérisé toute sa vie dans cette maison. Mais maintenant, il y avait une différence cruciale, car Thomas lui avait promis qu'elle aurait des choix et une autonomie pour façonner leur avenir ensemble. Et elle dit avec plus de fermeté qu'elle n'en avait jamais usé avec sa tante, qu'elle discuterait de toutes ces questions avec Thomas d'abord, et les yeux de tante Catherine s'écarquillèrent légèrement à cette affirmation d'indépendance sans précédent, et oncle Robert fit un bruit qui aurait pu être un rire surpris rapidement transformé en tout, et Isabella dit d'une voix dégoulinante de venin, à peine dissimulée qu'Eleanor devait être très fière d'elle-même pour avoir piégé un duc par quelque moyen qu'elle ait employé. Et les mots restèrent en suspens dans l'air comme du poison, et Eleanor sentit son visage s'enflammer de blessure et de colère. Et avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, tante Catherine dit sèchement qu'Isabella s'excuserait immédiatement, et la bouche d'Isabella se serra, mais elle marmonna quelque chose qui aurait pu être des excuses, bien que cela ressemblât plus à une malédiction. Et Eleanor réalisa avec une clarté soudaine qu'elle n'avait plus à endurer un tel traitement, car dans quelques semaines, elle quitterait cette maison pour toujours, et ces gens n'auraient plus de pouvoir sur elle, sauf celui qu'elle choisirait de leur donner. Eleanor s'excusa de la table dès qu'elle put le faire sans paraître impolie et se retira dans le petit salon du 2e étage qui lui avait longtemps servi de refuge au sein de cette maison
où elle ne s'était jamais vraiment sentie à sa place. Et elle s'affaissa sur le siège de la fenêtre, donnant sur la rue, et pressa son front contre la vitre froide, tout en essayant de stabiliser sa respiration et de calmer la tempête d'émotions que les paroles venimeuses d'Isabella avaient suscitées en elle, et elle savait que sa cousine parlait par orgueil blessé et jalousie. Mais l'accusation de piège la touchait profondément, car une partie d'Eleanor ne pouvait toujours pas tout à fait croire que Thomas l'avait choisi librement, sans manipulation ni tromperie de sa part, et elle tourna la bague de saphir à son doigt, et pensa à la rapidité avec laquelle tout avait changé, et à quel point tout cela semblait encore instable, comme si tout l'édifice de son nouvel avenir pouvait s'effondrer si elle l'examinait de trop près, ou se permettait d'y croire trop complètement. Et elle entendit des pas dans le couloir et se tendit, s'attendant à tante Catherine avec plus d'instructions ou à Isabella avec plus de poison. Mais ce fut la voix de Sophia qui parvint doucement à travers la porte, demandant si elle pouvait entrer. Et Eleanor dit oui avec une certaine surprise, car Sophia lui avait à peine parlé depuis les fiançailles. Et sa jeune cousine se glissa dans la pièce, ferma la porte derrière elle et resta là, l'air mal à l'aise et incertain d'une manière qui était inhabituelle sur son visage habituellement confiant. Et après un long moment, Sophia dit « Je voulais m'excuser pour mon comportement et pour celui d'Isabella, bien que je ne puisse pas parler pour elle. » Et Eleanor dit « Ce n'est pas la peine. » Et Sophia secoua la tête et dit « Si, c'est tout à fait la peine. Parce que nous avons été cruels avec vous pendant des années, et je n'ai réalisé que hier soir à quel point nous l'avons été. » Et elle traversa la pièce jusqu'au siège de la fenêtre, et s'assit à côté d'Eleanor, les mains jointes sur ses genoux, et dit « J'ai regardé le duc vous faire sa demande, et j'ai vu la façon dont il vous regardait, comme si vous étiez la seule personne dans toute la salle de bal, et j'ai réalisé que personne ne m'a jamais regardé de cette façon, malgré toute ma prétendue beauté. » Et Eleanor ne sut que dire à cette confession inattendue, et resta donc silencieuse. Et Sophia continua en disant « Je crois que j'ai été en colère contre vous, parce que vous avez toujours semblé contente de si peu, alors qu'Isabella et moi avons tout convoité, et nous nous sommes sentis vides. » Et Eleanor dit « Je n'étais pas contente. J'étais résignée, ce qui est très différent. » Et Sophia hocha la tête et dit « Je suppose que c'est vrai. » Et elle tendit la main timidement et toucha celle d'Eleanor et dit « J'espère que vous serez très heureuse, parce que je pense que vous le méritez plus que quiconque que je connaisse. » Et Eleanor sentit des larmes lui piquer les yeux devant cette gentillesse inattendue venant d'un quartier où elle ne s'attendait qu'à une hostilité continue. Et elle dit « Merci. Cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Et Sophia sourit tristement et dit « Isabella ne changera pas d'avis si facilement. Elle a toujours eu besoin de gagner en tout, et elle voit vos fiançailles comme une défaite personnelle. » Et Eleanor dit « Je n'ai pas cherché à vaincre qui que ce soit. J'ai seulement joué du pianoforte et parlé honnêtement quand le duc s'est adressé à moi. » Et Sophia dit « Je sais, mais Isabella ne peut pas le voir de cette façon. Elle ne peut voir que le prix qu'elle convoitait est allé à quelqu'un qu'elle considérait comme indigne de son attention. » Et elles restèrent assises ensemble dans un silence complice pendant plusieurs minutes, regardant la rue en contrebas où passaient les calèches et où les domestiques se pressaient pour leur course matinale. Puis Sophia dit « Nous inviterez-vous au mariage ?» Et Eleanor dit « Bien sûr, vous êtes ma famille, malgré tout. » Et Sophia dit « Je ne suis pas sûre que nous méritions cette considération, mais je vous en suis reconnaissante. » Et elle se leva, lissa ses jupes et dit « Je devrais y aller avant qu'Isabella ne vienne me chercher et fasse une scène. » Et elle s'arrêta à la porte et ajouta « Je suis vraiment heureuse pour vous, Eleanor. » Puis elle disparut, laissant Eleanor seule avec ses pensées et le son de la ville matinale flottant à travers la fenêtre. Thomas arriva à précisément 2 heures de l'après-midi comme promis. Et Eleanor observa depuis la fenêtre du premier étage sa calèche s'arrêter devant la maison, portant les armoiries des Pembroke en or et bleu profond,
et elle sentit son rythme cardiaque s'accélérer à la vue de lui descendant sur le trottoir dans une redingote de super fine grise foncée qui rendait ses larges épaules encore plus imposantes. Et elle pressa sa paume contre la vitre froide et pensa combien il était étrange que cet homme qui commandait une telle présence et un tel respect dans la société les choisit par-dessus toutes les autres et les fait de la manière la plus publique imaginable. Et elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir en bas et le murmure des voix alors que Thomas était admis par le majordome. Et tante Catherine apparut dans l'embrasure de la porte derrière elle en disant « Venez, Éléonore, votre fiancé est ici et nous ne devons pas le faire attendre. » Et il y avait une déférence inhabituelle dans le ton de sa tante qui aurait été risible si elle n'avait pas été un rappel si pointu du peu de respect qu'Éléonore avait reçu avant de devenir précieuse par association, et Éléonore se détourna de la fenêtre et lissa les jupes de sa robe d'après-midi, une mousseline vert tendre dont Mary avait dit qu'elle faisait ressortir la couleur de ses yeux, bien qu'Éléonore trouvât encore difficile de se considérer comme quelqu'un dont l'apparence méritait une telle attention, et elle suivit sa tante en bas des escaliers jusqu'au grand salon où oncle Robert et Thomas se tenaient près de la cheminée, engagés dans une conversation qui cessa dès l'entrée d'Éléonore, et le visage de Thomas se transforma quand il la vit, avec un sourire qui contenait une telle chaleur et un plaisir si sincère qu'Éléonore sentit ses doutes persistants commencer à se dissoudre comme la brume matinale sous le soleil, et il se dirigea immédiatement vers elle, prit sa main et la porta à ses lèvres dans un geste à la fois formellement correct et intimement personnel. Et il dit « Miss Ashford, vous êtes ravissante cet après-midi. » Et elle dit « Merci, votre grâce », bien que le titre semblât déplacé maintenant qu'il lui avait demandé la nuit dernière de l'appeler Thomas quand ils étaient en privé. Et oncle Robert s'éclaircit la gorge et dit « Devrions-nous discuter des arrangements de la dot ?» Et Thomas dit « Bien sûr, mais d'abord je me demande si je pourrais avoir un bref moment seul avec ma fiancée. » Et il y avait la plus légère emphase sur le mot « seul » qui rendait clair que ce n'était pas vraiment une demande, mais plutôt une attente. Et oncle Robert parut momentanément décontenancé d'être ainsi dirigé dans sa propre maison, mais tante Catherine dit doucement, bien sûr, « Votre grâce, nous serons dans la bibliothèque quand vous serez prêt. » Et elle posa une main sur le bras de son mari et le guida hors de la pièce, non sans lancer à Éléonore un regard qui transmettait à la fois un avertissement et une instruction sur le comportement approprié. Et puis la porte se ferma, et Éléonore et Thomas furent seuls pour la première fois depuis leur conversation sur la terrasse la veille au soir, et il lâcha sa main seulement pour prendre les deux siennes dans les siennes, et dit « Je voulais vous voir sans public, ne serait-ce qu'un instant, pour vous demander comment vous vous sentez vraiment à propos de tout cela. » Et Éléonore dit « J'essaie encore de croire que c'est réel. » Et il dit « Je comprends que cela doit sembler soudain malgré les semaines que nous avons passées à nous connaître. » Et elle dit « Ce n'est pas tant la soudaineté que l'impossibilité. » Et il fronça légèrement les sourcils et dit « Que voulez-vous dire par impossibilité ?» Et Éléonore dit seulement que je n'ai jamais imaginé que quelqu'un comme vous choisirait quelqu'un comme moi. Et son froncement de sourcils s'accentua, et il dit « Éléonore, nous avons discuté de cela hier soir, et je pensais avoir été clair sur mes sentiments. » Et elle dit « Vous l'avez été. Mais une vie entière passée à croire une chose ne peut être défaite en une seule soirée. Aussi extraordinaire soit-elle. » Et il resta silencieux un moment, étudiant son visage avec ses yeux gris qui semblaient voir bien plus qu'elle ne souhaitait révéler. Puis il dit « Je suppose que c'est juste, et je dois être patient, pendant que vous apprenez à vous voir comme je vous vois. » Et il leva une main pour lui caresser la joue dans un geste si tendre qu'Éléonore sentit les larmes lui piquer les yeux. Et il dit « Je passerai tout notre mariage à vous montrer votre valeur si c'est ce qu'il faut. » Et Éléonore dit « Cela semble une utilisation inefficace du temps d'un duc. » Et il rit et dit « Je ne peux penser à aucune meilleure utilisation de mon temps que de convaincre ma femme qu'elle est extraordinaire. »
Les discussions sur les arrangements se déroulèrent avec la formalité prudente que de telles affaires exigeaient, bien qu'elle ait eu du mal à se concentrer sur les détails des parts, de l'argent de poche et des arrangements de propriété, son esprit dérivant sans cesse vers les paroles de Thomas sur le fait de passer leur mariage à lui montrer sa valeur, et elle était assise dans la bibliothèque à côté de lui, sur le canapé de velours vert, tandis que l'oncle Robert et l'avoué que Thomas avait amené examinaient des documents remplis d'un langage juridique qui semblait conçu pour obscurcir plutôt que pour clarifier, et tante Catherine rôdait à proximité, offrant des opinions que personne n'avait demandées sur ce qui était convenable et attendu pour une duchesse, bien que son expertise en la matière fût entièrement théorique, et Eleanor nota avec un certain amusement amer comment le ton de sa tante s'était transformé d'une condescendance méprisante à une déférence obséquieuse, comme si Eleanor était devenue une personne entièrement différente du jour au lendemain, alors qu'en vérité, elle était exactement celle qu'elle avait toujours été. Et la main de Thomas reposait près de la sienne sur le canapé, assez proche pour qu'elle puisse sentir la chaleur de sa présence, mais sans tout à fait la toucher, par déférence pour la bienséance, bien qu'elle remarquât que son petit doigt s'était déplacé presque imperceptiblement plus près jusqu'à effleurer à peine le sien. Et ce minuscule contact envoya une conscience chantant à travers ses nerfs et la rendit encore moins capable de suivre la conversation sur les investissements, les taux d'intérêt et les revenus annuels, et l'oncle Robert disait quelque chose sur la contribution de la famille Ashford à l'arrangement, et Thomas répondit avec une fermeté polie qu'aucune contribution n'était nécessaire, car il était plus que capable de subvenir aux besoins de sa femme dans le style qui convenait à sa nouvelle position, et il y avait la plus légère emphase sur le mot « femme » qui coupa le souffle d'Éléonore et fit battre son cœur de manière erratique derrière ses côtes, et l'avoué continua de parler d'un ton monocorde de propriété dans le Kent, de possession dans le Derbyshire et d'une maison dans le quartier le plus à la mode de Londres, et Eleanor réalisa avec une incrédulité croissante qu'elle entendait le compte rendu de la vie qui serait bientôt la sienne, et elle pensa à la petite chambre exiguë qu'elle avait occupée dans la maison de sa tante pendant les 8 dernières années, depuis que la mort de ses parents l'avait laissée dépendante de leur charité, et à quel point son existence serait différente en tant que duchesse de Pembroke, avec des maisonnées à gérer et une position sociale à maintenir, et l'ampleur du changement menaça de la submerger jusqu'à ce qu'elle sente le doigt de Thomas se presser plus fermement contre le sien dans ce qu'elle reconnut comme une réassurance délibérée, et elle le regarda, et le trouva en train de l'observer avec une préoccupation évidente dans ses yeux gris, malgré son attention continue à la discussion juridique, et il dit à toute la pièce : « Je pense que nous avons couvert les points essentiels pour aujourd'hui, et les détails peuvent être finalisés par écrit. » Et l'oncle Robert eut l'air de vouloir protester, mais Thomas était déjà debout, et offrait sa main à Eleanor en disant : « J'ai promis d'emmener ma fiancée faire une promenade cet après-midi, et nous ne devrions pas faire attendre les chevaux, et Eleanor accepta sa main et se leva, reconnaissante de s'échapper de la bibliothèque étouffante et de la présence calculatrice de sa tante, et en quelques minutes, ils furent installés dans son curricle, avec Frédéric chevauchant à une distance discrète derrière, et Thomas guidant les baies assortis à travers les rues bondées de Londres vers la paix relative du parc. Et Eleanor dit : « Merci de nous avoir extraits, je commençais à me sentir assez étouffé. » Et Thomas dit : « Je pouvais voir que vous étiez mal à l'aise, et je ne permettrai pas que notre avenir soit réduit à des documents juridiques arides et au ton monocorde de mon avoué. » Et elle sourit et dit : « Les arrangements sont nécessaires, cependant. » Et il dit : « Ils le sont, mais ce n'est pas ce qui compte. » Et Eleanor dit : « Qu'est-ce qui compte alors ?» Et Thomas la regarda avec une telle intensité qu'elle sentit la chaleur lui monter aux joues. Et il dit : « Vous comptez, Eleanor, et je compte. Et ce que nous construirons ensemble compte, et tout le reste n'est que paperasse. » La promenade à travers Hyde Park se déroula à un rythme tranquille qui permit à Eleanor d'observer à quel point le monde la traitait différemment
maintenant qu'elle était assise à côté du duc de Pembroke, dans son élégant curricle, avec les armoiries des Pembroke peintes sur la porte, et elle remarqua comment les têtes se tournaient à leur passage, comment les dames chuchotaient derrière des mains gantées, et comment les gentilshommes hochaient la tête avec respect, là où auparavant elle avait été invisible aux yeux de la société. Et Thomas guidait les baies, avec une compétence aisée, le long des sentiers familiers, où, quelques jours auparavant seulement, il avait marché à ses côtés, tandis que des observateurs avides de scandale regardaient et spéculaient, et Eleanor dit « C'est étrange comme tout a changé rapidement, alors que je suis exactement la même personne que la semaine dernière. » Et Thomas la regarda de ses yeux gris pénétrants et dit « Vous êtes la même, mais la perception du monde a changé, et cela en dit plus sur le monde que sur vous. » Et elle dit pourtant « C'est désorientant d'être remarqué après tant d'années à être ignoré. » Et il dit « Vous n'avez jamais été ignoré par moi, dès le tout premier moment où je vous ai entendu jouer. » Et Eleanor sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine à ces mots, même si elle luttait pour réconcilier cette nouvelle réalité avec la vie de mépris qui l'avait précédée. Et ils passèrent devant la calèche de Lady Béatrice Saint-Clair et Eleanor vit l'intérêt avide de la vieille femme, alors qu'elle absorbait chaque détail de la position d'Eleanor à côté de Thomas et de la bague de saphir désormais visible à sa main gauche. Et Thomas dit « Lady Béatrice aura répandu la nouvelle à la moitié de Londres d'ici ce soir. » Et Eleanor dit que l'autre moitié le sait déjà grâce à ceux qui ont assisté à votre bal hier soir. Et il sourit et dit « Bien. Qu'ils sachent tous que vous êtes mienne et que je suis vôtre. » Et la possessivité dans son ton envoya un frisson le long de la colonne vertébrale d'Eleanor, qui n'était pas entièrement désagréable. Et elle dit « N'êtes-vous pas préoccupé par ce qu'ils diront de votre choix ?» Et Thomas dit « Je ne suis pas le moins du monde préoccupé par les opinions de gens dont le jugement est si défaillant qu'ils n'ont pas su reconnaître votre valeur. » Et sa certitude sur ce point était à la fois rassurante et déconcertante pour Eleanor, qui avait passé toute sa vie façonnée par les mauvaises opinions des autres. Et ils tournèrent sur un sentier plus calme, où les arbres poussaient assez densément pour offrir une certaine intimité par rapport à la foule observatrice. Et Thomas ralentit les chevaux et dit à Eleanor « J'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'important. » Et elle le regarda et attendit. Et il dit « Je sais qu'on vous a appris à vous évaluer selon des mesures qui sont arbitraires et cruelles, mais j'ai besoin que vous commenciez à apprendre une mesure différente. » Et Eleanor dit « Quelle mesure est-ce » Et il dit « Votre intelligence, votre talent, votre bonté, votre courage à supporter des années de méchanceté sans devenir amère vous-même. » Et elle sentit les larmes lui piquer les yeux, et dit « Je ne suis pas sûr de posséder toutes ces qualités que vous m'attribuez. » Et Thomas se pencha et prit sa main dans la sienne, et dit « C'est précisément le problème, Eleanor. Vous ne pouvez pas vous voir clairement parce que vous vous êtes regardé dans des miroirs tenus par des gens trop étroits d'esprit pour reconnaître le génie quand il était assis devant eux. » Et Eleanor dit « Et vous croyez que vous me voyez clairement. » Et il dit « Je crois que je vous vois plus clairement que vous ne vous voyez vous-même, et j'ai l'intention de passer notre mariage à vous apprendre à voir ce que je vois. » Et Eleanor dit « C'est la deuxième fois aujourd'hui que vous mentionnez m'apprendre ma propre valeur. » Et Thomas dit « Cela mérite d'être répété jusqu'à ce que vous le croyiez. » Et elle dit « Vous êtes très déterminé. » Et il dit « Je suis un duc. » Eleanor, la détermination est plutôt une exigence du poste, et malgré l'intensité émotionnelle de la conversation, Eleanor se surprit à rire. Et Thomas parut satisfait et dit « Voilà, c'est mieux. Je préfère de loin vous voir sourire que de vous voir douter. »